Bonjour, bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier parce qu'on est déjà 551 je crois, et c'est beaucoup pour 3 vidéos, merci beaucoup. Si vous kiffez, vous savez quoi faire, le pouce, l'abonnement, et nous on est parti. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 films de guerre que j'adore. Le but n'étant pas, hein, je le dis en introduction, de vous imposer une liste en disant voilà ces 3 films sont les meilleurs 3 films de guerre, bien sûr que non. C'est subjectif, ça dépend de votre âge, de votre vécu, de plein de choses, de goût, c'est totalement subjectif. Le but ici est de vous présenter 3 films que j'estime être sous-cotés. Voilà, je pense qu'ils sont un peu sous-cotés ces films, les plots sont assez différents, et puis je pourrais peut-être pas les qualifier de chef-d'œuvre à proprement parler, peut-être un quand même, si. Mais voilà, c'est les 3 films de guerre que j'ai le plus aimé. Alors oui, là je peux vous faire défiler quelques films comme Gladiator, comme 300, comme The Patriot. Il y en a plein des classiques, mais là j'estime que Gladiator par exemple et 300 ont eu le succès mérité, vous voyez ce que je veux dire? Et là les films que je vais vous présenter, je suis pas certain qu'ils ont le respect et comment dire, l'estime qu'ils méritent auprès du grand public. On est parti. Voilà, à nouveau réunis, c'est si stimulant. J'ouvre le bal avec Le Dernier Samouraï, qui est un film que je trouve exceptionnel. Alors, ça va être compliqué de le vendre à tous comme un chef-d'œuvre, je le sais, parce qu'il a quand même des défauts, et que c'est vrai que les gens sont vachement durs, tout quand même avec le cinéma. Et quand on dit chef-d'œuvre, c'est vrai qu'on pense à un film qui serait exempt de défauts. Mais moi, je ne pense pas qu'un chef-d'œuvre soit forcément un film qui n'a pas de défauts. Alors, Le Dernier Samouraï est un film qui ne va pas vous surprendre plus que ça, parce qu'il fait partie des films des années 2000, tu sais, les films hollywoodiens des années 2000, où c'est vrai que il y avait certains clichés qui avaient la vie dure, qui restaient ancrés d'un film à l'autre. Il est vrai, c'est vrai, je peux pas le nier. Par contre, le film te transporte. Littéralement, le film te transporte. Alors, le synopsis, c'est Nathan Algren, un vétéran de l'armée américaine, qui est totalement dévasté, qui est totalement rongé par la culpabilité. Et la culpabilité non pas de ses actes, enfin si de ses actes, mais qui sont dus aux décisions des autres. Il y a une forme d'impuissance en fait. Je n'étais qu'un soldat, enfin c'est très souvent abordé hein, dans les films de guerre. Je ne suis qu'un soldat, il y a des atrocités qui sont commises, auxquelles je dois participer, et après tu es détruit. Et même dans la vraie vie, et encore aujourd'hui, des soldats qui vivent cela, tu vois. Et du coup, quand on nous introduit le personnage de Nathan Algren, il est totalement détruit. Ces gens n'ont rien à voir avec les attaques. Oui, capitaine. Et du coup, quand on nous introduit le personnage de Nathan Algren, il est totalement détruit. Et on lui fait une proposition pour aller aider l'armée impériale japonaise pour écraser la rébellion des samouraïs. Tu connais la blague avec le Japon de entre modernité et tradition? En fait, là au Japon, dans le film, tu as l'armée impériale, l'armée de l'empereur qui veut se moderniser, qui veut moderniser le pays, avec des chemins de fer, des armes plus modernes, etc. etc. Et tu as les samouraïs d'un autre côté, qui vivent de façon beaucoup plus traditionnelle et qui veulent conserver ces traditions. Il y a un schisme qui se crée. Pour 500 billets par mois, je tuerai tout ce que vous voudrez. Mais gardez toujours à l'esprit. Je serai ravi de vous tuer gratuitement. Nathan Algren se retrouve donc au Japon à constater qu'il n'a en face de lui que des paysans avec des fusils et qu'ils ne savent pas s'en servir. Et c'est là où on arrive justement à ce que je disais aux limites du film américain des années 2000, c'est que là en fait celui qui est venu avec lui c'est le général Custer, qui est celui qui lui a fait commettre des actes absolument horribles de par ses décisions foireuses, tu vois. Et c'est là où il y a vraiment ce côté, non, je suis le général zélé, con, méchant, et je vais rester con, zélé, méchant tout le film. Bon, voilà, c'est certains clichés auxquels on peut pas échapper, c'est les années 2000, ça reste comme ça. Ils sont pas prêts. Le régiment lève le camp à 6 heures. Du coup, t'as la scène qui arrive, où il est obligé contre son gré d'envoyer tous les soldats de l'empereur contre les samouraïs en sachant très bien qu'ils ne sont pas prêts. Et il se passe ce qui doit se passer, bien évidemment, ils se font rétamer. Et Nathan Algren se fait capturer et il est emmené dans un village dans les montagnes avec les samouraïs. Et pour moi, c'est à partir de là vraiment que le film s'envole. Mais c'est pas il s'envole dans le sens où on va avoir des scènes de fous furieux, machin et tout. Non, c'est en fait, il s'envole dans la poésie. Je trouve que ce film
est extrêmement poétique. Et c'est à cause de la bande-son. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en fait, le plus important dans un film, enfin la moitié, on va dire la moitié d'un film, c'est vraiment les musiques, la bande-son, l'atmosphère. Si les musiques sont bien, je rentre 10 fois plus facilement dans le film. Je me sens beaucoup plus impliqué. Le film me capture, en fait, tu vois, me prend dans ses bras. Et je m'y trouve bien. Et c'est ça que je ressens lorsque je regarde Le Dernier Samouraï. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le personnage était alcoolique. Dû aux horreurs qu'il a été obligé de commettre pendant la guerre, il s'était réfugié dans l'alcool pour trouver une paix artificielle. Et c'est ça qui est intéressant, je crois que c'est pour ça que j'adore ce film, c'est que c'est une histoire de rédemption, mais pas classique. La rédemption, très souvent, dans les films, nous passe par la vengeance. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a aucune notion de vengeance ici, je vous dis qu'elle est vraiment très très fortement cachée. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est pas une histoire de vengeance comme ça peut l'être dans beaucoup de films. Et c'est vrai que ça marche, ça peut marcher aussi. Hein. C'est aussi un bon moteur, la vengeance, pour faire un film. Mais là, il s'agit plus de spiritualité. Et ça, je trouve, d'introspection, de pardon de soi, tu vois. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste, oh, il a tué mon frère, il faut que j'y aille avec une armée, avec un sabre, et il y a une scène stylée, et je tue, je me venge, et voilà, on rentre à la maison avec un soleil couchant. Alors, encore une fois, les films de vengeance peuvent être cool, mais là, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant d'aborder la rédemption à partir du pardon de soi. On le prive d'alcool, et il est obligé d'accepter de faire face aux choses qu'il a faites, et il se retrouve bloqué en fait, il peut rien faire. On le prive d'alcool, il faut qu'il accepte ce qu'il a fait, et il faut qu'il trouve un moyen de se pardonner. Une fois sa dépendance à l'alcool sevrée, le personnage se heurte au choc des cultures. Il commence à découvrir qui sont ses geôliers. Et encore une fois, avec les musiques, les scènes super bien choisies, je trouve que c'est vraiment, ça te transporte. On dirait que tu es toi-même au Japon et que tu admires leur mode de vie. Mais là où je trouve qu'ils ont été fins, c'est qu'ils nous ont pas juste vendu, tu sais, comme on peut le dire aujourd'hui avec les bandeurs de Japon, ils nous vendent pas ça comme une culture parfaite. Le personnage voit que leur rigueur et leur force, mais aussi que leur rigueur, ou comment dire, si disons rigueur, que cette rigueur peut aussi être une faiblesse, qu'ils cachent leurs émotions à travers un millier de lois et de règles qu'il faut suivre aveuglément, tu vois. Et je trouve ça super fin parce que c'est un peu le problème des Japonais aujourd'hui, finalement, tu vois. C'est qu'ils sont rigoureux, ils ont une discipline que personne ne peut nier, mais ils sont ensouvis sous cette discipline. Ils n'arrivent pas à extérioriser leurs émotions comme ils le voudraient, d'où aussi leur créativité avec les mangas, tu vois. Tu vois souvent des petits lycéens ou des petits mecs, des petits trentenaires au boulot qui se retrouvent avec des super pouvoirs, avec les isekai par exemple, tu vois, bref, je trouve que c'est super fin et super bien fait. C'est un curieux peuple. Dès leur réveil, ils se consacrent entièrement à la perfection de ce qu'ils réalisent. À force de vivre avec ce peuple, il va finir par aimer leurs coutumes, adopter leurs coutumes et trouver la paix. Et ce que j'adore dans cette partie-là du film, c'est ce calme plat. Il n'y a pas de gros combats, il n'y a pas de scènes avec des armées qui chargent. Il y a juste la sérénité qui commence à s'emparer peu à peu du personnage. Et je trouve ça absolument parfait. Gomen Nasai. Gomen Nasai. Pour votre époux. Cette partie-là, en tout cas, je la trouve vraiment parfaite. Pour moi, hein. J'espère réussir à vous convaincre, j'espère que vous allez jeter un œil au film. Je ne vais pas trop vous spoil, je vous mettrai peut-être encore une ou deux scènes, mais faites-moi plaisir et allez voir ce chef-d'œuvre. Je dois vous avouer que j'ai fait cette vidéo
pour vous parler du film 3. Parce que autant j'adore Le Dernier Samouraï, autant je trouve que c'est un film vraiment différent, qu'il apporte quelque chose d'unique, je peux dire unique, dans le genre. Mais alors 3 en film de divertissement, je pense que c'est le meilleur film de guerre que j'ai vu de ma vie. Je pense qu'il coche beaucoup plus de cases, qu'il est beaucoup plus tout public, qu'il va toucher beaucoup plus de monde. Le film est porté par Brad Pitt et Eric Bana. Brad Pitt dans le rôle d'Achille, Eric Bana dans le rôle d'Hector, et les deux sont absolument incroyables. Alors j'ai appris avec tristesse que Brad Pitt avait dit que c'était son pire film et qu'il n'était là juste pour servir que de dieu grec, de statue de dieu grec, parce qu'il est extrêmement charismatique, extrêmement beau dans le film, tu sais. Et j'ai été très déçu qu'il dise ça parce que je trouve que c'est un de ses meilleurs films. Alors certes, il y a également Fight Club, mais je vous assure que 3 est une pépite. Puissent les dieux garder les loups dans les collines et les femmes dans nos lits. Ce que je trouve intéressant avec 3, c'est que si je vous dis le synopsis, qu'un roi rentre en guerre avec son frère aîné, en représentant la Grèce, contre les Troyens juste parce qu'il s'est fait voler sa femme, ça paraît ridicule. Tu te dis, mais quel plot de merde, c'est quoi, c'est nul. Mais en fait, le film est tellement intéressant, les personnages sont tellement bien. Enfin, c'est pas profond, hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais les personnages sont bien taillés tous comme il faut. Je prends l'exemple d'Hector. Hector, pour moi, je pense que c'est le meilleur personnage du film, même si Achille crève l'écran à chaque plan, je le trouve vraiment super, Achille. Mais Hector est celui vraiment, pour moi, qui porte le film. Hector est un homme d'honneur. Hector est un homme qui respecte des principes, qui est fidèle à sa femme, qui est un homme bon. On peut dire que Hector est un homme bon. C'est le gendre idéal, c'est l'homme qu'on veut être. Tu vois, un homme de principe qui protège sa famille, qui aime sa famille, qui aime son pays, bref, tu t'as compris, vraiment l'homme parfait, tu sais. J'ai tué 10 hommes. Je les ai entendus mourir et je les ai vus mourir et je ne ressens aucune gloire à avoir fait cela. Rien de poétique. Tu dis que tu veux mourir par amour, mais tu ignores tout de la mort et tu ignores tout de ce qu'est l'amour. Et à côté, tu as Achille, qui est un homme beaucoup plus égoïste, un homme qui ne recherche que la gloire. Et il y a vraiment deux parallèles dans le film, où tu vois justement des scènes avec Achille, des scènes avec Hector, où tu te rends compte que les deux ne se valent pas. C'est juste qu'il y en a un qui a un don inné pour tuer. D'ailleurs, il a toujours un finish move super intéressant, comme dans Mortal Kombat. Le Achille, ils ont travaillé un style particulier. Finalement, Achille est dépeint et montré comme un dieu, un demi-dieu, limite un dieu, je dirais. Même s'il a ses défauts et on peut les voir dans les films, bien sûr ce n'est qu'un homme, mais il est tellement puissant, je trouve qu'il se sert bien de la mise en scène, enfin comment dire, de la puissance de la mise en scène. Lorsqu'on veut montrer qu'un personnage est limite intouchable, il y a une scène où il arrive sur la plage de Troie, enfin, j'ai pas envie de vous spoil trop, j'ai pas trop envie de vous spoil non plus, mais le personnage est vraiment montré comme un dieu, c'est pour ça, c'est pas un film qu'il faut prendre premier degré, après c'est sûr que si tu regardes un film d'action ou de guerre avec l'œil d'un historien, bon tu vas péter un câble, c'est normal, c'est pas un film comme ça, mais je trouve quand même que c'est vraiment bien fait ce parallèle entre les deux persos. En fait c'est un peu comme avec Light et elle dans Death Note, même si la confrontation n'est pas la même, lorsqu'il y a une confrontation, lorsqu'il y a deux idéologies différentes, que tu places l'un et l'autre, l'un en face de l'autre, enfin que tu les compares, il y en a forcément une qui va triompher de l'autre, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Honore les dieux, aime ta femme et défends ton pays. Troie est comme une mère pour nous tous. Défendez-la. Même si c'est pas toujours le bon camp, enfin t'as compris, même si c'est pas toujours le bon camp qui gagne, c'est toujours intéressant à faire quand c'est bien fait. Et là, je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est bien montré. Savez-vous ce qu'il y a? Ce qui attend par-delà cette plage? L'immortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! Et encore une fois, les musiques, oh mon Dieu, mais moi j'ai besoin de musique comme ça pour rentrer dans un film. J'ai besoin de ce genre de musique. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est volontaire les amis, sinon j'aurais fait juste une vidéo sur 3, mais je me suis dit si je fais une vidéo sur 3 entièrement, bah je vais pas vous donner envie de voir le film, je vais juste vous spoiler en vous donnant des éléments qui seraient beaucoup mieux que vous découvriez en regardant le film. Mais Hector, je pense, est le personnage le plus attachant, le mieux retranscrit et le mieux joué du film. Hector est le personnage qui subit à cause des décisions des autres
tout du long du film. Alors que lui est un homme bon et que lui prend les bonnes décisions. Et c'est tragique. Les Grecs nous ont sous-estimés hier. Ne commettons pas la même erreur. Prépare notre armée! Je vous conseille vraiment de regarder le film 3. Ne le regardez pas en director's cut, surtout pas, parce qu'il a changé toutes les musiques qui avaient été choisies pour la version cinéma. Si vous voulez la version que moi je vous conseille, c'est pas celle-là de 3h10, si jamais du coup ce sera celle à 2h40, 2h35 comme ça. Et vous la trouverez pas, je crois que vous la trouvez sur internet. Vous savez, sur les sites où vous payez pour louer le film, ou pour l'acheter directement avec Google ou Apple, etc. Il me semble que vous prenez juste la version originale et pas la director's cut et pas la version longue. Il n'y a personne d'autre! Si, Achille, il y en a un autre et tu fais partie du projet. Alors là, on va parler d'Inglourious Bastard. Alors autant les deux autres, je suis sûr que 80% des personnes qui vont regarder vont adorer. Autant là, c'est un film quand même vachement spécial. Il s'agit d'un film de Tarantino avec Brad Pitt et Diane Kruger qui étaient déjà ensemble pour 3. Donc c'est assez marrant. D'ailleurs, Diane Kruger, Prime dans 3, j'en ai pas parlé, hein, mais elle était vraiment magnifique. Hein. Elle était magnifique. C'est un film qui n'est pas vraiment un film de guerre, on ne voit pas de guerre à proprement parler, c'est plus un film qui se situe en temps de guerre. Donc il est vraiment différent des deux autres. Mais il a une atmosphère, une énergie tellement, j'ai envie de dire burlesque, tellement différente, tellement unique, qu'il faut que vous le voyiez si vous êtes amateur du genre. Si mon intuition est fausse, que les événements se précipitent, je dois être sûr que tout le monde sera calme. J'ai pas l'air calme selon vous. Eh bien, maintenant que vous posez la question comme ça, je trouve que si. Une des choses que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a deux scènes de conversation où Tarantino arrive à nous faire ressentir de la tension comme si elle était à couper au beurre, comme si elle était en face de nous, comme si elle était palpable. C'est absolument exceptionnel. Et ça, c'est pas juste du fait de Tarantino, mais c'est grâce à Christopher Waltz. Vous savez, c'est l'acteur qui a également joué pas dans Skyfall, dans celui d'après, je ne sais plus, dans un James Bond. Vous me corrigerez dans les commentaires si jamais. Cet acteur est absolument phénoménal. La première conversation qu'il a, il change de visage, on dirait qu'il passe d'ange à démon. Je ne sais pas comment il fait, mais il est beaucoup trop fort. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné un Oscar, je ne suis pas sûr. Pour le coup, je ne suis pas sûr. Ça vous dérange que je fume ma pipe? Je vous en prie, monsieur Lapedite, ici c'est chez vous, vous faites comme bon vous semble. You're sheltering enemies of the state, are you not? Le synopsis, il est super simple. C'est la troupe d'Aldoraine qui débarque, qui essaie de fumer un max de nazis. Bon alors, je sais pas pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas foutu le camp de ma montagne, je me suis pas farci 8000 bornes de flotte, j'ai pas arpenté la moitié de la Sicile et j'ai pas été largué par un zinc pour donner aux nazis des leçons d'humanité. Les nazis n'ont aucune humanité. C'est les fantassins d'un fou furieux assoiffé de meurtre, bouffeur de juifs, et il faut les détruire. T'as une gamine qui s'échappe d'un massacre au début. Je veux pas spoil, je veux que vous voyez le film. Qui elle-même de son côté prépare une vengeance. Bref, en fait le synopsis n'est pas important, c'est l'énergie du film que vous allez aimer, c'est pas vraiment ce qui s'y passe, c'est pas... Le scénario ne vaut rien finalement, j'ose le dire, le scénario ne vaut rien. Regardez limite ce film comme une parodie, et c'est là où vous allez vraiment prendre du plaisir. C'est comme ça, parce que je pense que il était critiqué ce film, et je pense que beaucoup de personnes l'ont regardé premier degré. Alors par contre, je vous préviens, c'est un film qui a des scènes vraiment grotesques. Par exemple, le moustachu est une caricature totale et c'est bien sûr que c'est ridicule. Was soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Mais ça fait aussi plaisir de pouvoir se moquer de quelqu'un qui a commis des atrocités pareilles. Il ne faut pas regarder ce film avec un œil d'historien, ou faut pas regarder ce film au premier degré. C'est un film qui se regarde au deuxième, voire troisième degré. C'est très important, même l'humour d'Aldoraine, même l'humour du film en général, il faut vraiment le regarder au deuxième, au troisième degré. Et là, vous allez kiffer, vous allez prendre du plaisir. D'accord? C'est très important. Je ne saurais pas comment vous décrire ce film, parce que je le trouve unique. Je trouve que le style de Tarantino est unique sur bien des points. Peut-être que Django est le plus facile à résumer, mais je vous conseille très grandement de regarder ce film. Et tu leur sers quelque chose, du style je me suis pété la jambe en montagne, c'est allemand ça, non? Vous adorez la montagne tous, non?
Et non, j'adore boire, fumer et dîner au restaurant. Mais j'ai compris l'idée. Bon, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne suis volontairement pas entré dans le détail, les amis, c'est vraiment important. Si vous regardez les films que je vous ai conseillés, vous comprendrez un peu mieux. Parce que si je vous gâche quelques scènes ou quelques plots, c'est plus la même chose, c'est plus la même saveur. Je veux que vous profitiez. Et c'est juste que Inglourious Bastard, j'avais pas les mots pour vous expliquer tellement il est spécial le film. Prenez soin de vous. Rendez-vous sûrement fin de semaine, ce dimanche, pour une autre vidéo. Si vous kiffez le contenu, pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Au revoir, Shoshana!